Dégage, bon à rien, m'a crié mon père. Ils m'ont traité comme une ordure parce que je n'avais pas de diplôme. Ils ne savaient pas que mon entreprise valait 47 millions. Le lendemain, je suis parti dans ma maison de plage. 3 semaines plus tard, ils ont reçu un appel qui a tout changé. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien compte beaucoup pour nous. Si cette histoire t'intéresse, laisse un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, on commence. Je m'appelle Leonardo Mendoza. Mais pour ma famille, pendant très longtemps, j'étais juste l'autre, celui qui ne comptait pas. La pièce qui ne rentrait pas dans le puzzle parfait que mes parents avaient construit avec soin. J'ai grandi à Publa, dans une grande maison avec un patio central et des géraniums suspendus au balcon, où l'odeur des vieux livres et de la cire pour le sol se mélangeait à la tension silencieuse des attentes jamais atteintes. Mon père, Fernando Mendoza, était une vraie institution à lui seul. Professeur de philosophie dans la meilleure université de la ville. Un homme toujours bien droit, avec ses lunettes à monture épaisse qui semblaient faire partie de son intelligence. Il parlait par paragraphe. Comme si chaque conversation était une dissertation. Et son approbation était comme le soleil autour duquel tournait notre petit univers familial. Ma mère, Isabelle, était son complément parfait. Directrice du lycée local, une femme très stricte qui croyait que chaque erreur dans la vie pouvait être évitée avec un bon plan et en suivant les règles. Pour elle, la tradition n'était pas un guide, c'était un ordre. Et dans cette maison de règles et d'ordre, la perfection avait un nom, Andrés. Mon grand frère, le docteur Andrés Mendoza. Cardiologue avec une carrière prometteuse dans la capitale. Il était le soleil de mon père, la fierté de ma mère. Chaque dîner de famille était un monologue sur ses réussites. Je me souviens d'un en particulier, juste avant que tout explose. La table était mise avec la vaisselle des grands dimanches, celle qu'on n'utilisait que pour les occasions spéciales. Toute la famille était là, oncle, cousin, et au centre, comme un roi, Andrés. Andrés a été invité à donner une conférence à un congrès à Chicago, a annoncé mon père en levant son verre de vin. Ses yeux brillaient d'une fierté presque douloureuse. J'ai toujours su que ce garçon irait loin. C'est l'avenir de cette famille. Tout le monde a applaudi. Ma mère souriait. Un sourire tendu et parfait. Moi, je me suis enfoncé dans ma chaise, en me sentant invisible. C'est alors que mon oncle Carlos, le frère cadet de mon père et autoproclamé génie des finances familiales, m'a regardé par-dessus son verre. Et toi, Léo, tu joues toujours à tes petits jeux vidéo? Qui sait, un jour tu vas peut-être pirater la NASA, a-t-il dit avant d'éclater de rire. Et tout le monde a trouvé ça drôle. J'ai senti le sang me monter au visage. Ce n'était pas des petits jeux. C'était mon monde. Depuis petit, je me sentais impuissant dans cette maison. Comme un figurant dans la pièce de théâtre de la famille Mendoza. Mais face à un écran, dans le silence de ma chambre, j'étais le réalisateur. J'étais le créateur. Je me rappelle la première fois que j'ai senti ce pouvoir. J'avais 12 ans et l'ordinateur de mon père, son outil sacré de travail, était en panne. Il était furieux, prêt à appeler un technicien hors de prix. Je lui ai demandé de me laisser essayer. Il m'a regardé avec doute, mais il était désespéré. « Fais ce que tu veux », a-t-il murmuré. « Mais si tu l'abîmes encore plus, tu ne sortiras pas pendant un mois. » Pendant 3 heures, je me suis plongé dans un labyrinthe de commandes et de fenêtres système. Et puis, comme par miracle, l'écran d'accueil est réapparu. Le soulagement sur le visage de mon père a été bref, remplacé presque aussitôt par une légère gêne. Il ne m'a pas remercié, il a juste dit « Oh bon, on dirait que toutes ces heures enfermées servent à quelque chose. » Ce quelque chose, c'était tout pour moi. Le code était un langage que je comprenais. Un lieu où la logique comptait plus que les émotions étranges de ma famille. C'était un refuge, une forme de résistance silencieuse. Pendant qu'Andrés apprenait les os du corps humain, moi j'apprenais des bibliothèques de Python. Pendant qu'il apprenait à sauver des vies, moi j'apprenais à créer des mondes. Ce soir-là, pendant le dîner, mon père a continué son discours. Il a raconté comment il était sorti de la pauvreté grâce à une bourse universitaire qui lui avait permis d'étudier. L'éducation, mes amis, n'est pas une option.
a-t-il dit en regardant toute la table. Mais j'ai senti ses yeux se poser sur moi une seconde. C'est la seule échelle pour un homme honorable. C'est l'héritage qu'on laisse. Un diplôme n'est pas juste un papier, c'est la preuve de ta valeur. Chaque mot était une brique de plus dans le mur qui nous séparait. Lui, il voyait un diplôme comme une fierté. Moi je voyais une prison. Lui, il croyait que la philosophie était le sommet de la pensée humaine. Moi je croyais que la technologie était l'outil pour changer le monde. Et dans cette maison, il n'y avait de place que pour une seule vision du monde, la sienne. Je n'étais pas juste différent. À ses yeux, j'avais tort. Et j'étais sur le point de découvrir à quel point mon erreur était impardonnable. L'air dans notre maison avait toujours un poids invisible. Celui des attentes. Mais dans les mois avant ma remise de diplôme du lycée, cette pression est devenue presque insupportable. Ce n'était plus une tension silencieuse. C'était une tempête prête à tout détruire. Mon père avait transformé la table de la salle à manger en un sanctuaire dédié à mon avenir. Un avenir qu'il avait décidé sans jamais me demander mon avis. Un soir de mai, tout était prêt pour la scène finale. Sur la nappe blanche, mon père avait disposé des brochures et des formulaires. Comme un général préparant ses troupes. C'étaient les dossiers des meilleures facs de droit et d'ingénierie du pays. Le TEC de Monterrey, la UNAM, l'ITAM. Des noms qui, pour lui, sonnaient comme des trophées. Mais qui, pour moi, ressemblaient à une condamnation. Ma mère, Isabelle, a servi le dîner avec une précision presque chirurgicale. Ses gestes tendus montraient l'importance de la soirée. Mon père a attendu qu'elle s'asseye pour commencer son discours. Leonardo, a-t-il commencé. Et je détestais quand il utilisait mon prénom en entier. Ça voulait dire que c'était sérieux. Le moment est venu de prendre la décision la plus importante de ta vie. J'ai tout bien étudié et voici les meilleures options. L'ingénierie au tech est un choix sûr. Le droit à la UNAM t'ouvrira beaucoup de portes. Ta mère et moi pensons que tu as l'intelligence pour les deux. Il a posé les brochures juste devant mon assiette. Les logos brillants des universités semblaient se moquer de moi. J'ai senti une boule dans l'estomac. Pendant des mois, j'avais répété ce moment dans ma tête. J'avais imaginé 1000 façons de dire les mots qui me faisaient peur. Mais qui allait aussi me libérer. Je savais qu'il n'y avait pas de moyen facile. Je savais que j'allais provoquer une tempête. J'ai avalé ma salive. Le goût de la nourriture était devenu amer. Papa, maman, ai-je commencé. Ma voix était à peine un souffle. Je l'ai forcée à être plus forte. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Mais je ne vais postuler à aucune de ces universités. Le silence est tombé sur la table, si lourd qu'on aurait dit qu'il aspirait tout l'air de la pièce. La fourchette de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Mon père est resté figé, les yeux sur moi. Qu'il a lentement plissé. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-il demandé d'un ton dangereusement calme. J'ai pris une grande respiration. J'avais déjà sauté dans le vide. Il ne restait plus qu'à tomber. Je ne vais pas aller à l'université. Je veux créer ma propre entreprise. Une entreprise de technologie. Les mots flottaient dans l'air, comme des insultes, des blasphèmes. J'ai vu plusieurs émotions traverser le visage de mon père. D'abord la confusion, puis l'incrédulité. Et enfin une colère froide et pure qui m'a glacé les os. Une entreprise, a-t-il répété en goûtant le mot comme du poison. Et quelle entreprise peut créer un gamin de 18 ans qui passe ses journées enfermé avec ses jeux? Ce ne sont pas des jeux, papa. J'ai appris. J'ai créé des sites pour des gens d'ici, des petits commerces. J'ai économisé presque 40 000 pesos. J'ai un plan. C'était comme jeter de l'essence sur un feu. Mon père s'est levé d'un coup. Sa chaise a grincé fort sur le sol en bois. Il a posé ses poings sur la table et s'est penché vers moi. Son visage, habituellement si calme et professoral, était déformé par le mépris. Un plan, a-t-il soufflé. Toi, tu as un plan. Ton seul plan devrait être d'obéir à tes parents et assurer un avenir décent, pas jeter ma vie à la poubelle pour un rêve stupide. Tu veux être un technicien de quartier. Un bon à rien avec un atelier dans un garage? C'est plus que ça, j'ai essayé d'expliquer, mais il ne m'écoutait pas. Pas tant que tu vivras sous mon toit. Sa voix est montée d'un cran, résonnant dans la salle à manger.
Je ne vais pas permettre qu'un fils à moi soit une honte, un raté, un lâche. C'est une honte pour le nom Mendoza. Il a pointé la porte du doigt, la main tremblante de colère. Et il a prononcé les mots qui resteraient gravés dans ma mémoire pour toujours. Dehors d'ici. Le cri était si brutal, si plein de dégoût que j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup. J'ai regardé ma mère. Elle fixait son assiette, son visage aussi pâle qu'un masque. Elle n'a rien dit, elle ne m'a pas défendu. Son silence a été comme une seconde condamnation. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, et en même temps s'est solidifié. La peur que je ressentais s'est évaporée, remplacée par un calme étrange et glacial. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. Je me suis simplement levé de ma chaise. D'accord, ai-je dit, et ma propre voix m'a surpris par sa fermeté. Je suis monté à l'étage en silence. Dans ma chambre, le sanctuaire où j'avais construit mes mondes numériques, j'ai commencé à faire mes valises. J'ai mis mes vêtements dans 3 vieilles valises. Mes vêtements, quelques livres, et le plus important, mon ordinateur, mon écran et tous les câbles. Chaque objet rangé était une corde de moins qui me liait à cette maison. Quand je suis descendu, mes parents étaient toujours dans la salle à manger. Mon père me tournait le dos, regardant par la fenêtre vers l'obscurité. Ma mère n'avait pas bougé. En passant à côté d'elle, elle a murmuré mon nom, d'une voix faible pleine d'émotions que je n'ai pas comprises. « Où vas-tu, Léo ?» Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti dans la nuit fraîche de Publa. Le son de la porte se refermant derrière moi n'a pas été une fin. C'était le véritable début de ma vie. La liberté a un goût étrange quand tu es seul et sans argent. Elle a le goût des nouilles instantanées. Et à 4 heures du matin, elle sent l'humidité et le gaz des bus qui passent sous ta fenêtre. Mon premier chez moi, comme homme indépendant, était un minuscule appartement au 3e étage d'un immeuble délabré en périphérie de Mexico. À peine 40 mètres carrés, avec un plancher en bois qui grinçait à chaque pas. Et des fenêtres qui laissaient entrer un courant d'air glacé, peu importe combien je mettais de scotch pour les boucher. Mais c'était chez moi. C'était le premier espace au monde que je pouvais appeler vraiment mien. La cuisine était si étroite que je pouvais toucher les 2 murs en écartant les bras. J'ai mis une table en bois d'occasion sous la seule prise électrique du salon. Et j'en ai fait mon bureau, mon quartier général, mon univers entier. Les premiers mois ont été un baptême du feu. Mes 40 000 pesos se sont évaporés plus vite que prévu. Entre le dépôt de loyer, l'achat de meubles d'occasion de base et la nourriture. Mon alimentation était une routine monotone de soupe Maruchan, d'œufs durs et de haricots en boîte. Chaque nuit, j'allumais le petit radiateur électrique à fond. Pas tant pour combattre le froid de la ville que pour tenir à distance la peur qui s'infiltrait par chaque fissure de mon esprit. La peur était une compagne constante. Elle murmurait dans le silence de la nuit pendant que je tapais du code jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je me demandais si mon père avait raison. Si je n'étais qu'un gamin prétentieux qui poursuivait une illusion. Et si j'étais destiné à échouer, à rentrer à la maison la tête basse. En suppliant un pardon que je savais qu'on ne me donnerait jamais. Pour combattre ces voix, je travaillais. Je travaillais avec une rage née du désespoir. J'ai baptisé mon projet « Artisan numérique ». L'idée était simple. Créer des plateformes de e-commerce simples et abordables pour les milliers d'artisans talentueux du Mexique. Qui créaient des merveilles avec leurs mains mais ne savaient pas comment les vendre en ligne. Moi, je construirais la boutique, je gérerais les paiements. Et je prendrais une petite commission de 5% sur chaque vente. Le reste serait entièrement pour eux. Je croyais en cette idée. Je croyais au talent de ces gens. Mais croire ne payait pas les factures. Le jour, je programmais la plateforme de base. La nuit, je faisais la tâche la plus humiliante et décourageante de toutes, la prospection à froid. J'envoyais des emails à des dizaines d'ateliers et de boutiques d'artisanat trouvées en ligne. La plupart ne répondaient jamais. Le silence de ma boîte mail était un cri. Certains répondaient poliment « Non, merci ». D'autres étaient plus directs. Je me souviens d'un mail d'une boutique de céramique à Oaxaca. La propriétaire m'a demandé « Dans quelle université tu as étudié, jeune homme ? C'est pour savoir à qui j'ai affaire. » Je lui ai répondu honnêtement « Je ne suis jamais allé à l'université. Je suis autodidacte. » Elle ne m'a jamais répondu. Un autre, le propriétaire d'une boutique de cuir à Guanajuato.
A répondu à ma proposition détaillée avec juste un emoji qui rigole. Et les mots, bonne chance, champion. Chaque refus était une écharpe de plus dans ma confiance déjà fragile. C'était la voix de mon père répétée par des inconnus. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'es personne. Tu es un imposteur. Une nuit, la solitude est devenue particulièrement étouffante. C'était mon 19e anniversaire. Personne n'a appelé, personne n'a écrit. Dans un moment de faiblesse, j'ai pris mon téléphone. Et j'ai composé le numéro de la maison à Publa. 1, 2, 3 sonneries. Juste avant que la voix de ma mère arrive sur le répondeur. J'ai raccroché. Je suis resté là à regarder le téléphone, le cœur battant à toute vitesse. Le silence du téléphone brisé par mon propre geste était plus douloureux que n'importe quel mot de colère. J'étais complètement seul. Ce soir-là, je me suis assis sur le sol de mon appartement. Entouré par le désordre de ma vie et de mon travail. Et pour la première fois depuis mon départ. J'ai failli pleurer. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière de l'écran a éclairé mon visage dans le noir. Et je me suis mis à travailler. Si j'étais seul, au moins je serais seul à construire quelque chose. Je serais ma propre échelle, mon propre héritage. Même s'il était fait de lignes de code, d'insomnie. Et de cuillères de solitude. Juste au moment où l'espoir était devenu un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Une lumière est apparue. Ce n'était pas un grand projecteur, mais le faible scintillement vacillant d'une bougie au milieu d'une tempête. Après 3 mois de silence et de refus. 2 réponses positives sont arrivées dans ma boîte mail la même semaine. La première venait d'une femme nommée Elena. Une céramiste d'un petit village près de la ville. Elle faisait de superbes tasses et assiettes peintes à la main. Avec des motifs de colibri et de fleurs de cempasúchil. Son email était court et direct. Je ne comprends rien à Internet, mais ma fille dit que j'en ai besoin. Combien tu prends? Le deuxième venait d'un homme âgé appelé Matteo. Un artisan du cuir avec un atelier dans un vieux quartier poussiéreux. Il faisait des portefeuilles et des ceintures d'une qualité que je n'avais jamais vue. Il m'a appelé. Sa voix était râpeuse, comme le cuir qu'il travaillait. Allô, c'est vous le gars des ordinateurs, hein? Mon petit-fils m'a donné votre numéro. Il dit que vous pouvez faire en sorte que mes trucs se vendent sur ces appareils. Il m'appelait le gars des ordinateurs. Et pendant les mois qui ont suivi, il n'a jamais réussi à se souvenir de mon nom. Parfois, il m'appelait Lucio, parfois Martin. Mais je m'en fichais. Il me payait toujours à temps. Les 200 pesos par mois que je lui facturais pour gérer sa petite boutique en ligne. Elena et Matteo sont devenus mes 2 premiers clients. Mes seuls clients. Mon travail avec eux, c'était bien plus que du code. Avec Elena, j'ai passé un après-midi entier dans son atelier. Un endroit magnifique plein de poussière d'argile et d'odeur de terre mouillée. À photographier chacune de ses pièces. Elle posait ses tasses avec un soin maternel. Me racontant l'histoire derrière chaque dessin. Je lui ai créé un site simple, propre. Avec de grandes photos lumineuses qui rendaient justice à son art. 3 jours après le lancement, elle a reçu sa première commande en ligne. Une femme de Tijuana lui a acheté un lot de 6 tasses. Elena m'a appelé, la voix tremblante d'émotion. Je n'en reviens pas, Léo. Quelqu'un à Tijuana veut mes tasses. Avec Matteo, c'était différent. Il n'avait pas de mail. Donc chaque fois qu'il recevait une commande, je devais l'appeler sur son téléphone fixe. Il notait l'adresse sur un bout de papier. Et me demandait, méfiant, t'es sûr que ces gens ont déjà payé? Une fois par semaine, j'allais moi-même à son atelier chercher les paquets. Je les emballais chez moi. Et je les apportais au bureau de poste. C'était un travail épuisant et pas du tout rentable. Avec la commission d'Elena et les 200 pesos de Matteo. Je gagnais à peine assez pour payer mes besoins de base. Mais c'était réel. C'était la première fois que mon travail avait enfin un impact réel sur la vie de quelqu'un. Je voyais le visage d'Elena s'illuminer quand elle parlait de ses nouveaux clients. Je voyais comment Matteo, malgré sa méfiance au début, commençait à acheter un cuir de meilleure qualité grâce aux ventes supplémentaires. Grâce à eux, j'ai pu payer ma première facture d'électricité sans devoir utiliser ma carte de crédit. Je me souviens avoir regardé le reçu payé, juste un bout de papier,
et ressentis une fierté immense. C'était une preuve. La preuve que mon idée, même petite, fonctionnait. Que je n'étais pas fou. Un jour, alors que j'étais dans l'atelier de Matteo, il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Tu sais, a-t-il dit, mon fils m'a toujours dit que le métier d'artisan, c'était un boulot de fauché. Qu'il aurait mieux valu que j'étudie un vrai truc utile. Mais regarde maintenant, mes portefeuilles partent à Monterrey, à Mérida. Il a fait une pause et m'a tapé l'épaule, un geste maladroit mais sincère. T'es bon dans ce que tu fais, gamin. Ce simple compliment d'un vieil homme qui ne se rappelait même pas mon nom comptait plus pour moi. Que n'importe quel diplôme universitaire que mon père aurait voulu. Ça m'a donné la force de continuer, d'envoyer encore 100 mailles. De supporter 99 rejets en espérant trouver un autre Matteo, une autre Elena. Je ne savais pas encore que mon petit écosystème fragile allait affronter sa première vraie épreuve. Celle qui allait me pousser au bord du gouffre et me forcer à tout remettre en question. Mais pendant ce court moment, le gars de l'ordinateur avait une raison d'être. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant. Je croyais que les choses allaient s'améliorer petit à petit. Que 2 clients deviendraient 4, puis 8. J'étais dans la phase de routine. Une routine de pauvreté et de travail dur, mais une routine quand même. Cependant, le destin ou juste la malchance en avait décidé autrement. C'est arrivé un matin de février. Mexico était recouverte d'un air froid et gris. Je devais livrer une commande urgente pour Elena et mon vieux laptop. Une machine d'occasion qui avait eu plusieurs vies avant d'arriver entre mes mains. A commencé à faire des bruits bizarres. L'écran a clignoté, est devenu bleu, puis a affiché un labyrinthe de codes incompréhensibles. Puis, tout est devenu noir. Elle est morte. J'ai tout essayé. La redémarrer, enlever la batterie, lui parler à haute voix comme un fou. Rien. Elle était morte. Mon cœur s'est effondré. Cet ordi, ce n'était pas un luxe. C'était mon bureau, mon outil, mon lien avec le monde. Et ma seule source de revenus. Sans lui, j'étais aveugle et paralysé. Je l'ai emmené dans le seul atelier de réparation que je pouvais me permettre. Un petit local sombre au centre-ville. Le technicien, un homme avec des taches de graisse sur la chemise. L'a ouvert, a regardé à l'intérieur avec une lampe et a déclaré sans même me regarder. Oula, jeune homme. Carte mère grillée. La réparation va vous coûter 8000 pesos. Vous feriez mieux d'en acheter un nouveau. 8000 pesos. C'était comme s'il avait dit 8 millions. Une somme énorme, hors de portée. Je n'avais que 2000 pesos sur mon compte. Je suis resté assis au milieu de mon salon, entouré de cartons et de rubans adhésifs. Et le désespoir m'a frappé de plein fouet. J'avais touché le fond. Tout l'optimisme, toute la petite confiance que j'avais gagnée grâce à Elena et Matteo, s'était brisée. La voix de mon père est revenue dans ma tête, plus forte et plus claire que jamais. Je te l'avais dit. T'es un raté. Un rêveur. Pour la première fois, j'ai sérieusement pensé à abandonner. Je pouvais appeler à la maison, ravaler ma fierté. Admettre ma défaite et supplier pour revenir. L'idée était aussi tentante qu'humiliante. Ce soir-là, sans rien à faire et sans aucune envie. J'ai navigué sur Internet avec mon téléphone, la seule fenêtre qu'il me restait vers le monde. J'ai vu une annonce pour une réunion gratuite de petits entrepreneurs dans une bibliothèque du centre. Connecte-toi, apprends, progresse, disait le slogan. Normalement, j'aurais ignoré. Je détestais ces événements pleins de gens avec des cartes de visite et des discours répétés. Mais ce soir-là, l'idée d'être dans une pièce avec d'autres personnes qui luttaient peut-être autant que moi. Ça m'a réconforté. J'avais besoin de fuir les 4 murs de mon échec. Je suis arrivé en retard et me suis assis tout au fond. Le conférencier était un homme d'environ 50 ans. Avec des cheveux gris et des vêtements simples mais élégants. Il s'est présenté comme Ricardo Vargas, fondateur d'une entreprise de logiciels comptables. Il parlait avec calme et assurance. Pas de jargon, pas de clichés de motivation. Il racontait sa propre histoire, ses propres échecs, les moments où il avait failli couler. Quand la conférence s'est terminée et que les gens ont commencé à discuter. Je suis resté assis, paralysé par la timidité. Mais quelque chose dans les paroles de Ricardo, une honnêteté brute, m'a poussé à me lever. J'ai attendu que la salle soit presque vide. Je suis allé vers lui, le cœur battant fort.
Je n'avais pas de carte de visite, alors j'ai juste tendu la main. Monsieur Vargas, ai-je bredouillé, je m'appelle Léo. J'ai aussi un petit projet dans le logiciel. Il m'a regardé avec des yeux vifs et curieux. Ah oui? Et c'est quoi ton logiciel? Je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai parlé d'artisans numériques, d'Elena et Matteo, de mon ordi grillé, de mon désespoir. J'ai parlé sans m'arrêter, comme si un barrage avait cédé. Je m'attendais à une tape compatissante, courage gamin. Mais non. Ricardo est resté silencieux un instant. Puis m'a posé une question qui a tout changé. Tu as des données sur tes clients? Même peu. J'ai hoché la tête, j'ai ouvert mon téléphone. Et je lui ai montré mes feuilles Excel, mes commandes, mes petits chiffres. Il les a regardés attentivement, faisant défiler l'écran. Puis il m'a regardé et a dit des mots qui allaient devenir mon nouveau cap. Ton problème, ce n'est pas le manque de clients. Ton problème, c'est que tu vends le mauvais produit aux bonnes personnes. Tu vends des objets artisanaux. Tu devrais vendre ton système. Je l'ai regardé sans comprendre. Au lieu de prendre 5% sur des ventes à 20 pesos. Sa voix a pris de l'intensité. Pourquoi tu ne vends pas ton logiciel de gestion des commandes à 50 boutiques artisanales? Pour 1000 pesos par mois chacune? Ton but reste d'aider les artisans. Mais la valeur que tu proposes est bien plus grande. Et ton modèle devient évolutif. Tu n'as pas besoin de plus de clients individuels. Tu as besoin de clients pros. Je suis resté bouche bée. C'était si simple. Si logique. Mais je n'y avais jamais pensé. C'était comme si j'avais regardé un tableau toute ma vie. Et que quelqu'un me montrait enfin l'œuvre d'art cachée au fond. On a parlé presque une heure dans cette bibliothèque vide. Ricardo a dessiné des schémas sur une serviette. Il m'a expliqué les concepts de B2B, de SaaS, de valeur ajoutée. Quand on est sorti, la nuit était tombée. Mais pour moi, c'était comme si le soleil se levait. J'ai senti une porte s'ouvrir devant moi. Une porte que je ne savais même pas exister. Et j'ai su, avec une certitude totale, que j'étais prêt à la franchir. Cette discussion avec Ricardo Vargas n'était pas juste une rencontre. C'était une décharge électrique qui a ressuscité mes ambitions mortes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un objectif clair. Le problème de l'ordinateur était toujours là. Mais il ne semblait plus insurmontable, juste temporaire. La première chose que j'ai faite, c'est appeler Ricardo. Il a décroché dès la deuxième sonnerie. Je savais que tu appellerais, dit-il avec un petit sourire dans la voix. Je lui ai demandé, avec toute l'humilité que j'avais, s'il pouvait me prêter l'argent pour réparer mon ordi. Je lui ai dit que je le rembourserais avec des intérêts, que je signerais n'importe quel papier. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis il a dit. Je ne vais pas te prêter l'argent. Mon cœur s'est arrêté. Je vais te le donner. Considère que c'est mon premier investissement dans ta nouvelle entreprise. Tu me le rendras quand tu signeras ton premier gros contrat. J'ai failli pleurer. Je l'ai remercié encore et encore. Ma voix tremblait. Ce geste de confiance d'un presque inconnu était exactement ce dont j'avais besoin. Le même jour, j'ai récupéré mon ordinateur réparé. Et je me suis remis au travail avec une intensité que je ne connaissais pas. La première chose que j'ai faite, c'est changer le nom. L'artisan numérique sonnait petit, presque comme un passe-temps. Sur les conseils de Ricardo, je l'ai renommé « Logique artisanale ». Un nom qui mélangeait la créativité de l'artisan avec l'efficacité de la technologie. Puis est venue la tâche la plus énorme. Tout redessiner, tout réécrire à zéro. Je ne construisais plus de petites boutiques. Je créais un système de logiciels solide. Une solution complète pour la gestion des stocks, des commandes et de la chaîne logistique. Pensée pour les petites et moyennes entreprises artisanales. Un marché que, comme Ricardo l'avait souligné, était largement ignoré. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de travail non-stop. Les jours et les nuits se confondaient. Je dormais en moyenne 3 ou 4 heures par nuit, souvent la tête posée sur le clavier. Mon appartement était rempli de tableaux improvisés avec des schémas, de post-it TS colorés et de tasses de café vides. Je vivais et respirais logique artisanale. Pendant cette période, j'ai compris que je ne pouvais pas tout faire seul. J'avais besoin d'aide, surtout pour le design et l'expérience utilisateur.
Je me suis souvenu d'un gars rencontré sur un petit forum en ligne de design, un étudiant nommé David. Il était jeune, talentueux, avec un portfolio impressionnant. Je lui ai écrit, je lui ai expliqué ma vision avec toute la passion possible. Et je lui ai proposé un petit pourcentage d'une entreprise qui, à l'époque, ne valait rien du tout. À ma grande surprise, il a accepté. David a commencé à travailler avec moi. Il venait chez moi après ses cours. Il était aussi jeune et affamé d'expérience que moi. Notre espace de travail était chaotique. On utilisait des cartons de nouilles instantanés comme bureaux improvisés. Et on a accroché un tableau blanc sur la porte du frigo. On était une équipe de 200 budgets, sans locaux. Mais avec une vision claire et une éthique de travail sans relâche. David a transformé mes interfaces maladroites en quelque chose de propre, intuitif et beau. Pendant qu'il désignait, je codais, et je lançais une nouvelle campagne de mai. Cette fois destinée non pas à des artisans individuels, mais à des boutiques, des magasins et de petites chaînes de vente au détail. Sur toute la côte ouest des États-Unis et au nord du Mexique. Les refus arrivaient encore, mais cette fois, c'était différent. On ne me demandait plus mon diplôme. On me posait des questions sur les fonctions du logiciel. Sur l'intégration avec les systèmes de paiement, sur la sécurité des données. C'étaient des questions sérieuses de professionnels. Peu à peu, les premiers contrats sont tombés. Petits, mais significatifs. Une boutique à San Diego, une galerie à Los Cabos. Chaque nouveau client était une victoire. Chaque dollar gagné était réinvesti dans de meilleurs serveurs. De meilleurs outils logiciels, et finalement, un petit salaire pour David. Avec notre premier gros contrat, la première chose que j'ai faite a été de rembourser Ricardo. Il m'a appelé immédiatement. Je t'avais dit de me le rendre quand tu aurais signé ton premier gros contrat, a-t-il dit en riant. Ce n'est que le début, Léo. Continue. Et j'ai continué. Dans ce petit appartement, entre l'odeur du vieux café et le bourdonnement des serveurs. Logique artisanale prenait forme. On était une équipe improvisée, sans ressources. Mais on construisait quelque chose de solide, de précieux. On forgeait notre avenir, ligne de code par ligne de code. Après des mois de petits progrès et de contrats modestes. Le coup de chance ou plutôt la récompense de notre persévérance acharnée est arrivé sous forme d'un email. Un message court, presque robotique. Qui se démarquait dans ma boîte remplie de refus et de spam. L'expéditeur, le département des opérations d'une chaîne de meubles et décorations artisanales appelée Rezi Sabia. Je connaissais l'entreprise. 36 magasins répartis dans 6 États du nord du pays et du sud des États-Unis. C'était exactement le genre de client dont David et moi rêvions pendant nos longues nuits de travail. Le mail était signé par une certaine Rebecca 4 ans. Elle allait droit au but. Nous avons vu votre site. Votre logiciel permet-il de suivre les stocks par point de vente en temps réel? Si oui, envoyez-nous une démo. J'ai relu le mail 10 fois. Puis je l'ai lu à haute voix à David. On est resté silencieux une seconde. Puis on a explosé en cris et en rires nerveux. C'était l'opportunité, la grande opportunité. Mais on n'avait pas encore de démo pour un client de cette envergure. Notre logiciel marchait pour des boutiques individuelles. Mais la gestion de plusieurs points de vente avec stock synchronisé. C'était un tout autre niveau. Rebecca nous avait donné une semaine. Cette semaine-là, on n'a pas dormi. David et moi, enfermés dans mon appart. Qui ressemblait plus à un centre de contrôle de la NASA qu'à un chez-soi. On a survécu à base de café, de boissons énergisantes. Et de l'adrénaline pure du stress et de l'ambition. Je programmais comme un fou, construisant de zéro le module multi-boutique. Pendant que David créait un tableau de bord clair et pro. Avec des données simulées de 36 magasins. On a intégré des alertes intelligentes, des rapports de vente consolidés. Et une interface tellement simple qu'un enfant pouvait l'utiliser. 5 jours plus tard, les yeux rouges et les mains tremblantes. On a envoyé le lien de la démo en direct. L'attente fut une torture. Chaque minute durait 1 heure. Je regardais mes mails toutes les 30 secondes. Enfin, 2 jours après, mon téléphone a sonné. Un numéro de Monterrey. C'était Rebecca 4 ans. Monsieur Mendoza, a-t-elle dit d'un ton pro et direct. Mon équipe et moi avons vu la démo. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ce système doit être installé dans tous nos magasins d'ici 60 jours. Pouvez-vous le faire?
J'ai regardé David, de l'autre côté de la table, qui se rongeait les ongles. Il m'a fait un pouce en l'air, les yeux grands ouverts. J'ai respiré profondément. Essayant de parler comme un vrai PDG et pas comme un gamin de 20 ans en pyjama. Oui, on peut le faire, ai-je dit. Mais je vais devoir rencontrer votre équipe technique pour intégrer nos API de comptabilité et de livraison. Parfait. Où sont vos bureaux? Je peux vous envoyer les billets pour venir à notre siège à Monterrey la semaine prochaine. J'ai avalé ma salive. Nos bureaux, c'était ma chambre et mon salon. Là actuellement, nous sommes une équipe en télétravail, ai-je répondu prudemment. Mais aucun souci, je peux venir à Monterrey quand vous le souhaitez. La semaine suivante, je me suis retrouvé à l'aéroport. Portant une veste que j'avais empruntée à un voisin. Et des chaussures que j'avais cirées jusqu'à les users. C'était la première fois que je prenais l'avion pour le travail. La première fois que j'allais entrer dans un vrai siège d'entreprise. Le siège de Rezi Sabia, c'était un autre monde. Moquette parfaite, mur en verre, gens en costumes impeccables. Et une machine à café qui moulait les grains à la demande. Je me sentais comme un imposteur. Mais dès que je suis entré dans la salle de réunion et que j'ai commencé à parler de mon logiciel, la peur a disparu. J'ai parlé d'architecture système, d'évolutivité, de sécurité des données. J'ai répondu à chaque question technique. Avec la confiance forgée par des centaines de nuits blanches passées à coder sur un vieil ordi. Je n'étais pas un imposteur. C'était moi qui avais créé ça. Personne ne connaissait mieux ce produit que moi. 2 jours plus tard, mon avocat, un jeune homme recommandé par Ricardo, a relu le contrat. Quand il m'a appelé pour me dire que tout était bon. Il m'a aussi dit le montant final. 420 000 $. Avec un premier versement de 150 000 pour lancer le déploiement. Quand j'ai raccroché. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je suis resté assis sur le lit de mon hôtel. Regardant l'horizon de Monterrey par la fenêtre. J'ai serré contre moi mon sac à dos. Le même que j'avais utilisé pour quitter la maison de mes parents. Mais il ne ressemblait plus à un sac de fugueur. C'était devenu une mallette contenant le premier chapitre d'une vie entièrement nouvelle. Une vie à moi, rien qu'à moi. Le contrat avec Rezi Sabia a été comme le coup de départ d'une avalanche. On a livré l'installation en 58 jours, 2 jours en avance. Notre logiciel a fonctionné parfaitement. Rebecca, 4 ans, qui était devenue plus qu'une cliente, une alliée, nous a recommandé à 3 autres chaînes de magasins. Le bouche-à-oreille dans le monde pro, c'est puissant. Et tout à coup, Logique Artisanale était sur tous les radars. En moins de 2 ans. On est passé de 2 gars dans un appart à une entreprise avec 30 employés. Et des bureaux à Mexico et à Monterrey. J'ai officiellement enregistré la société, loué. Notre tout premier vrai bureau et j'avais embauché des ingénieurs, un chef de projet et un comptable interne. David, mon tout premier et plus fidèle employé, est devenu directeur artistique. L'argent n'était plus un problème. Les contrats affluaient, et ils devenaient de plus en plus importants. Une chaîne de supermarchés gastronomiques nous a engagés pour gérer leur ligne de produits artisanaux. Une marque de cosmétiques bio a adopté notre système pour l'ensemble de son réseau de distribution. Nos revenus annuels ont dépassé le $1 million, puis les 2 millions, puis 5. Et c'est alors que les premières offres d'acquisition ont commencé à arriver. La première venait d'un concurrent plus grand. Ils offraient 15 millions de $. Je l'ai lu, j'ai souri, et je l'ai supprimé. La deuxième venait d'un fonds d'investissement de la Silicon Valley. Ils ont monté leur offre à 25 millions. J'en ai parlé à David et Ricardo. Ricardo m'a dit, l'argent est tentant, Léo, mais tu as fini de construire? C'est ça, ta vision finale. Je savais que non. Nous avons refusé l'offre. La troisième offre nous a coupé le souffle. Un géant de la tech, une de ces entreprises que tout le monde connaît, a proposé 36 millions de $. Je me souviens de la réunion où j'ai annoncé l'offre à mon équipe de direction. Il y a eu un silence abasourdi. David a lâché un petit rire nerveux. Léo, si tu vends, je serai heureux pour toi, mais, s'il te plaît. On n'a pas fini. Ce n'est que le début. J'ai regardé la feuille de route du développement accrochée au mur de la salle de réunion. Pleine de post-it avec des idées et des projets futurs, intelligence artificielle pour prévoir les tendances.
Plateforme logistique intégrée, expansion en Europe. David avait raison. On faisait à peine chauffer le moteur. J'ai refusé l'offre des 36 millions. Pas par arrogance. Parce que Logique Artisanale était plus qu'une entreprise. C'était la preuve vivante du chemin que j'avais choisi. Du chemin que ma famille avait méprisé. La vendre aurait été comme me trahir moi-même. Comme admettre que tout ça n'avait été qu'une question d'argent. Et ça n'a jamais été pour l'argent. Alors que ma vie professionnelle montait en flèche. Ma vie personnelle, elle, restait figée dans le passé. Je vivais avec une discrétion extrême. Je conduisais une voiture modeste. Je vivais dans un appartement confortable, mais sans luxe. Quand on me demandait ce que je faisais, je répondais juste. Je fais des logiciels pour des petites boutiques. Et ma famille? Ma famille était prévisible, comme toujours. Ma mère m'appelait une fois par mois. Ces appels ne servaient pas à me demander comment j'allais. C'étaient des bulletins de louanges sur mon frère. Andrés vient d'être nommé chef des internes dans l'un des meilleurs hôpitaux de Seattle. Le mari d'Andrés a publié un nouvel article dans une revue scientifique. J'ai appris à sourire au téléphone et à répondre. C'est génial, maman, je suis content pour vous. Elle ne me demandait jamais ce que je devenais. Peut-être qu'elle pensait que je vendais encore des bricoles sur Internet. Dans un coin perdu de la ville. Mais ensuite, le monde parfait de la famille Mendoza a commencé à s'effondrer. Et j'étais au premier rang pour le voir, caché derrière le rideau épais du silence que j'avais moi-même entretenu. J'ai appris la nouvelle par un cousin éloigné. Mon père, Fernando Mendoza, après 28 ans comme professeur titulaire, avait été licencié. Réduction budgétaire, ont-ils dit. Son département avait été supprimé. À son âge, il s'est retrouvé brutalement sans sa principale source de revenus. Sans identité, sans chair. Une semaine plus tard, deuxième coup dur. On a diagnostiqué à ma mère une maladie auto-immune de la thyroïde. Pas mortelle, mais chronique. Un traitement à vie avec des médicaments spécialisés que leur assurance ne couvrait pas entièrement. Ils ont appelé Andrés. Le fils prodige, la fierté de la famille. Sa réponse, selon ce que mon cousin m'a rapporté, a été sèche et distante. Je suis débordé à l'hôpital. Désolé, je ne peux pas les aider maintenant. Personne ne m'a appelé, moi. Personne ne m'a demandé d'aide. Peut-être qu'ils croyaient encore que j'étais un raté. Celui qui peinait à survivre. Ou peut-être que leur orgueil était trop fort pour admettre qu'ils avaient besoin du fils qu'ils avaient traité de honte. Mais moi, je savais. Je savais que si personne n'intervenait, ils allaient tout perdre. Même la maison d'où ils m'avaient viré. Le déclic est venu d'un accident, une coïncidence numérique. Ma mère, en voulant envoyer un relevé bancaire à mon frère, s'est trompée et l'a envoyé à une vieille adresse email à moi. Que je gardais active par nostalgie. Je l'ai ouverte par curiosité, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Un relevé plein de chiffres rouges. Mais une ligne en particulier ressortait, soulignée par la banque elle-même. Le paiement de l'hypothèque non reçu ce mois-ci. Retard de 16 jours. Juste en dessous, une facture de pharmacie. Pour un médicament que je ne connaissais pas, près de 30 000 pesos. Ils se noyaient. Et leur fierté les empêchait de tendre la main, surtout vers moi. Pendant des jours, j'ai lutté avec mes sentiments. Une part de moi, une petite voix rancunière, murmurait. Ils l'ont mérité. C'est le karma. Mais cette voix était faible. La vérité, c'est qu'ils restaient mes parents malgré tout. L'idée qu'ils perdent leur maison, l'endroit où j'ai grandi, me rendait malade. Mais je ne pouvais pas les appeler et leur envoyer un chèque. Ça aurait brisé mon père. Ça aurait confirmé sa pire peur. Que son fils renié avait maintenant du pouvoir sur lui. Je devais trouver une autre façon. Une façon d'aider sans qu'ils le sachent. De devenir leur filet de sécurité sans qu'ils sentent qu'ils tombaient. Je me suis souvenu d'une conversation avec mon avocat. Pendant qu'on enquêtait sur la trahison de mon oncle Carlos. Son accès aux finances m'avait donné une carte de leur détresse. Maintenant, j'allais m'en servir pour les guider hors du labyrinthe. Sans qu'ils voient ma main tenir la boussole. J'ai appelé mon avocat. Le même qui avait structuré les contrats de Logique Artisanale. Je lui ai présenté mon plan. Je voulais créer un fantôme, un bienfaiteur anonyme. D'abord,
on a mis en place un fonds fiduciaire appelé Fondo Colibri, déguisé en initiative de soutien d'une ONG pour les enseignants. Une semaine plus tard, Fondo Colibri a commencé à payer la mensualité de l'hypothèque directement à la banque. Mes parents ont reçu une lettre officielle leur annonçant que, grâce à leurs contributions exceptionnelles à l'éducation, une fondation philanthropique prenait désormais en charge leurs prêts. Ils n'ont pas posé de questions. La vanité est un baume merveilleux contre la curiosité. Ensuite, pour couvrir les frais médicaux de ma mère et redonner à mon père un sentiment d'utilité, on a créé une fausse entreprise, Consultoria del Sol, enregistrée dans un autre État. Par elle, on a offert à mon père un faux contrat pour écrire un manuel sur le programme d'éducation civique moderne. Rémunération, 35 000 pesos par mois. Mon père, qui se sentait perdu et inutile, a accepté tout de suite. Il s'est mis à raconter fièrement qu'il avait été nommé conseiller éducatif à l'échelle nationale. Pendant ce temps, moi, j'approuvais discrètement les virements chaque mois. Depuis un compte séparé, sans attendre de merci, sans chercher de reconnaissance. Mais ce n'était pas fini. Quelques mois plus tard, j'ai appris sur les réseaux sociaux que mon frère Andrés et son mari venaient d'avoir des jumeaux. Dans un post plein de joie et de fatigue. Ils se plaignaient du coût élevé de la césarienne et du fait qu'ils devaient repousser l'inscription de leur bébé dans une crèche bilingue de rêve. 2 semaines plus tard, 2 bourses ont mystérieusement été enregistrées à cette crèche. Elles venaient d'un programme appelé Fonds pour le développement du potentiel infantile du Nord-Ouest. Elles couvraient entièrement les frais de scolarité de 2 enfants, Jacobo et Lilia. Les prénoms de mes neveux. Andrés a publié sur Facebook, en majuscule. C'est un miracle. Dieu pourvoit toujours à sa manière. J'ai lu ce post et esquissé un sourire sec. Dieu, ou bien le fils à qui tu as dit qu'il ne pouvait pas aider ses parents. Pendant les 4 années suivantes, j'ai mené cette double vie. Au travail, j'étais Léo Mendoza, PDG de Logique Artisanale, leader du secteur tech. Dans ma vie personnelle, j'étais le fils raté qui rendait visite à ses parents à Noël. Dans une voiture de location bon marché pour ne pas éveiller les soupçons. J'entendais ma mère me demander. Tu n'as toujours pas envisagé de retourner à l'université, mon chéri? Il n'est jamais trop tard. Et je voyais mon père hocher lentement la tête. Comme s'il me pardonnait simplement. En silence parce que je n'avais rien accompli dans la vie. Et moi, je ne disais rien. Je souriais, j'acquiesçais, et je continuais à payer leurs factures à temps. Je suis devenu le gardien silencieux de leur bien-être. L'architecte invisible de leur stabilité. C'était une forme étrange de pouvoir, une victoire secrète que je savourais seul, dans la solitude de mon succès. C'était ma manière de gagner la guerre, non seulement sans me battre, mais en finançant l'autre camp, sans qu'il le sache. Mais le mensonge, même avec les meilleures intentions, a un poids. Et après 4 ans à maintenir ce théâtre familial bien ficelé, mes épaules commençaient à plier. Le ressentiment, que j'avais maîtrisé grâce à ma philanthropie secrète, commençait à bouillonner. J'étais fatigué. Fatigué de cette double vie. Fatigué d'être le bouffon de la famille à chaque réunion. Fatigué du silence. Cette gratitude que je n'avais jamais demandée. Je commençais à en rêver en secret. J'ai décidé que le prochain dîner de famille serait mon dernier spectacle. Ce jour de Thanksgiving, j'ai conduit jusqu'à Puebla. Mais cette fois, je ne suis pas venu les mains vides, ni dans une voiture de location. Je suis venu avec ma propre voiture, une bonne voiture, mais pas tapa accent grave-l'œil. Et sur le siège passager, j'avais une chemise de près de 40 pages, en couleur, et une clé USB. La scène à la maison était toujours la même. Une pièce parfaitement répétée. Ma mère occupée dans la cuisine. Mon père, Douglas, assis dans son fauteuil avec son journal économique déplié. Mon frère Andrés descendant les escaliers avec son mari. Tous deux habillés comme pour une séance photo de magazine. J'ai entendu Andrés chuchoter à son mari. Ne laisse pas les enfants jouer avec l'ordinateur bizarre de tonton Léo. On ne veut pas qu'il commence à programmer à 3 ans. Je n'ai pas réagi. J'ai juste esquissé un très léger sourire. Le dîner a commencé à 18h pile, comme toujours. Le toast de ma mère pour la santé. Le discours de mon père sur les contributions d'Andrés à la médecine. La chance d'avoir un gendre si brillant. Et la joie de voir leurs petits-enfants franchir toutes les étapes du développement.
Pas un mot sur moi. J'étais invisible. Quand tout le monde a commencé à se servir la dinde, j'ai toussé un peu. Et d'un geste lent et délibéré, j'ai posé la grosse chemise au centre de la table. Juste devant mes parents. J'aimerais partager quelque chose avec vous aujourd'hui, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle résonnait dans le silence soudain. Ma mère a froncé les sourcils comme si j'avais renversé la sauce sur la nappe. Andrés m'a regardé avec méfiance. J'ai sorti la première page de la chemise. C'était la couverture du magazine TechBridge Wiki. Au centre, une photo de moi souriant dans mes bureaux. Le titre en gras, Leonardo Mendoza, le génie silencieux qui révolutionne le marché artisanal en Amérique. Mon père a attrapé la revue, l'a feuilleté maladroitement. Comme s'il cherchait des signes de fausseté. « Où as-tu trouvé ça ?» a-t-il demandé. Le ton plus froid que le vent dehors. De ma propre vie, ai-je répondu. Je dirige Logique Artisanale depuis 8 ans. L'entreprise a plus de 180 employés dans 3 villes. Actuellement, elle est évaluée à 47 millions de dollars. Puis j'ai ouvert la chemise. Maman, papa. Je suis la raison pour laquelle cette famille a pu rester à flot pendant les 4 dernières années. J'ai sorti les documents un par un. Et je les ai posés sur la table comme des cartes au poker. Ceci, ai-je dit en montrant une liasse de papier. Ce sont les relevés bancaires du Fondo Colibri vers votre banque hypothécaire. C'est comme ça que vous avez gardé cette maison. J'en ai sorti un autre. Voici les documents de votre assurance santé privée. Celle qui a couvert les traitements de maman. Financé par un fonds fiduciaire que j'ai créé. J'ai posé un contrat sur la table. Et ça, papa, c'est ton contrat de consultance avec Consultoria del Sol. Une entreprise fantôme que j'ai montée pour te verser un salaire. Enfin, les lettres de bourse. Et voici les bourses qui ont permis à Jacobo et Lilia d'être acceptés à leur crèche. Il n'y a eu aucun miracle, Andrés. C'était moi. La pièce s'est figée. Le temps s'est arrêté. Mon beau-frère regardait Andrés, bouche bée. Andrés était pâle, sans voix. Ma mère a porté une main à sa bouche. Les yeux remplis d'une horreur mêlée de compréhension. Mon père fut le premier à réagir. Il a repoussé violemment sa chaise et s'est levé. Son visage rouge de colère et d'humiliation. « Tu as tout inventé », a-t-il crié. Un déserteur universitaire sans diplôme ne devient pas un millionnaire du logiciel. Tu peux mentir au monde, mais n'insulte pas notre intelligence. Le seul qui se ment à lui-même, c'est toi, papa, ai-je répondu. Ma voix enfin brisée par le poids des années. Je suis resté silencieux parce que je pensais que la famille avait besoin de conserver sa dignité. Mais je suis fatigué. Fatigué de me cacher pour être toléré dans ma propre maison. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit, a murmuré ma mère. Comme si elle avait peur de sa propre voix. Je l'ai regardée, et la vérité est sortie, brute et sans phare. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de parler de ma vie, vous m'avez regardé comme un étranger. Comme si je n'avais pas ma place ici. Alors j'ai choisi d'aider sans rien demander. Parce que c'était la seule façon de vous aimer sans être blessé. Andrés s'est penché en avant. J'ai travaillé 14 heures par jour pour devenir médecin, a-t-il soufflé. Et toi, tu codes dans ton salon. Et tu deviens soudain un PDG célèbre? C'est ridicule. Mon père a frappé la table de la paume. Assez. Je ne veux plus entendre un mot. Tu es un imposteur, une honte. Quelqu'un comme toi ne peut faire de l'argent que par la tromperie. Ce fut la goutte d'eau. Je me suis levé. Je n'avais plus de larmes. Seulement un vide glacial. Donc c'est ça. Tu ne veux pas savoir qui je suis vraiment. Tu veux juste la version de moi que tu as inventée. Très bien. J'ai rassemblé mes documents. Les ai rangés soigneusement dans mon sac. Je me suis tourné vers la porte. C'est là que j'ai senti une main sur mon poignet. C'était ma mère. Léo? A-t-elle murmuré, presque supplié. L'aide pour le mois prochain? Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui m'avait donné la vie. Réduite à une question de comptabilité au moment le plus douloureux de notre relation. Et je lui ai répondu avec un calme qui m'a fait peur à moi-même. Maman, les gens qui me voient comme une honte ne peuvent plus vivre de mon argent. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je me suis doucement dégagé de sa main.
Et je suis sorti de la maison. La même maison d'où on m'avait chassé des années plus tôt. Mais cette fois, je ne me sentais pas exilé. Je me sentais libre. J'ai quitté Puebla le lendemain matin, avant le lever du soleil. Je n'ai laissé ni lettre ni message. Mon vol pour Cancun partait à 6h15. Alors que l'avion s'élevait, j'ai vu les lumières de la ville rapetisser, jusqu'à devenir un petit point brillant. Et j'ai senti une partie de ma vie se rétrécir avec elle. Loin, contrôlable. 3 ans auparavant, sur un coup de tête, j'avais acheté une maison de vacances près de Cancun. Près de la côte. Une villa avec 3 chambres, toit en tuiles rouges, murs blancs. Et un jardin rempli de pamplemoussiers et de lavande. Jusqu'à présent, je n'y allais que rarement, pour m'échapper du tumulte du travail. Mais cette fois, je n'étais pas là pour une pause. J'étais là pour recommencer. La première chose que j'ai faite a été d'autoriser mon avocat à envoyer les avis officiels. Fondo Colibri a cessé tous les paiements de l'hypothèque. Consultoria del Sol a résilié son contrat avec Monsieur Fernando Mendoza. Les bourses pour mes neveux ne seraient pas renouvelées l'année suivante. Sans explication. Je ne devais rien à personne. Ensuite, je me suis consacré à transformer cette maison de vacances en une vraie maison. J'ai engagé une architecte d'intérieur locale, Elena. Une femme vive et pleine d'idées. Ensemble, nous avons arraché tout l'intérieur impersonnel. Les meubles imitations anciens, les tableaux de paysages imprimés, la déco sans âme. Nous avons tout remplacé par des espaces ouverts. De la lumière naturelle, du bois sombre, des meubles modernes et confortables. Je voulais un endroit où respirer. Un endroit qui reflète qui je suis aujourd'hui. Pas le garçon qui a fui sa maison. 2 semaines plus tard, je suis entré dans le nouveau siège de Logique Artisanale. Au cœur du quartier des affaires de Cancun. Le bureau se trouvait au 9e étage d'un immeuble en verre avec vue sur l'océan. Le soleil remplissait l'espace, se reflétant sur les sols en noyer foncé. 3 membres clés de mon équipe de Mexico, David, Rachel et Dominique, s'étaient portés volontaires pour déménager et aider à lancer les nouveaux locaux. On est en train de tout réinitialiser, pas vrai? A demandé Rachel lors de notre première réunion. C'est ça, ai-je répondu en sentant une vague de liberté. Plus d'anonymat, plus de double vie. C'est le chapitre le plus libre pour l'entreprise et pour moi. Et l'entreprise n'a pas seulement survécu à la transition, elle a prospéré. Le talent technologique dans la région était jeune et ambitieux. L'ambiance détendue des Caraïbes semblait insuffler une nouvelle créativité à notre équipe. Nous avons signé des contrats avec 3 nouveaux clients importants basés en Floride, rien que le premier trimestre. Un fonds d'investissement de Boston nous a proposé une nouvelle évaluation, 59,7 millions de dollars. Sans compter les produits d'intelligence artificielle que nous étions sur le point de lancer. Ma vie personnelle aussi s'est transformée. J'ai arrêté de porter des vêtements bon marché pour paraître humble. J'ai commencé à porter la montre chère que je m'étais achetée 1 an plus tôt et que je cachais toujours sous des manches longues. Je n'avais plus à faire semblant d'être un raté juste pour être pardonné temporairement d'être différent. J'étais le PDG, j'étais le fondateur, j'étais Léo Mendoza dans tous les sens du terme. J'ai commencé à m'impliquer dans la communauté d'affaires locale. Un vendredi soir, lors d'un événement de réseautage pour les femmes dans la tech en Floride, j'ai rencontré Sophia. Elle était consultante en transformation numérique pour des associations à but non lucratif. Elle avait un sourire chaleureux et une poignée de main naturelle qui te faisait sentir que tu la connaissais depuis toujours. On a parlé pendant des heures, d'abord de la technologie pour connecter de jeunes créateurs en zone rurale. Puis du meilleur endroit où manger du poisson vapeur à la thaïlandaise. Pas de prétention, pas de jeu. Juste une connexion sincère. 3 semaines plus tard, on a eu notre 3e dîner. Cette fois, on n'a plus parlé boulot. On a marché pieds nus sur la plage le soir, partageant une paire d'écouteurs. Écoutant nos chansons préférées d'adolescents. Je n'avais pas besoin de lui expliquer ce que faisait mon entreprise. Je n'avais pas à éviter les questions sur mes finances. Elle m'a juste accepté tel que j'étais. Un soir, assis sur le porche de ma maison. Avec un cocktail ananas menthe à la main, en écoutant les vagues, elle m'a dit. Tu es la seule personne que je connaisse qui a construit une entreprise entière et réussi à la garder secrète du monde. J'ai ri. Peut-être parce que je pensais qu'en le sachant, les gens essaieraient de me changer.
Et maintenant, demanda-t-elle, ses yeux sombres reflétant la lumière de la lune. Maintenant, ai-je répondu en sentant une paix profonde et enracinée. Si quelqu'un ne peut pas accepter qui je suis vraiment, alors il ne peut simplement pas faire partie de ma vie. On a trinqué doucement, un toast silencieux. Ce n'était pas une promesse, c'était une déclaration de principe. Ma nouvelle vie, selon mes propres règles, avait enfin commencé. Les fantômes du passé ne disparaissent pas en une nuit. Mais on apprend à vivre avec eux sans qu'ils nous poursuivent. Les souvenirs de ce dernier dîner chez mes parents. Chaque regard de mépris, chaque mot tranchant, sont devenus une sorte de baromètre. Chaque jour que je vivais honnêtement et sans peur. C'était un jour de plus gagné contre ces fantômes. Ma nouvelle vie à Cancun m'a donné la clarté pour penser au-delà de ma propre histoire. J'ai pensé à tous les jeunes comme moi. Des garçons et des filles sans diplôme prestigieux. Mais avec des idées brillantes, qu'un système rejette juste parce qu'il valorise plus les papiers que le talent. Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer un Ricardo Vargas au bon moment. Alors j'ai décidé de devenir le Ricardo de quelqu'un d'autre. J'ai créé la Fondation Forjard. Et son premier programme a été la Bourse Impulso. Un fonds d'aide financière et de mentorat pour de jeunes créateurs sans diplôme universitaire, mais avec des projets d'entreprise prometteurs. On ne demandait pas où ils avaient étudié. Seul comptait ce qu'ils voulaient construire, et pourquoi. L'annonce a été faite dans un petit auditorium du Tchoub de Clearwater. Sous le soleil chaud d'avril. Je suis monté sur scène sans notes, juste avec moi-même. J'ai parlé avec le cœur du talent caché dans les ateliers. Dans les garages, dans les chambres d'ados partout dans le pays. Mais si on leur refuse une chance juste parce qu'ils n'ont pas le bon diplôme, ai-je conclu? Alors ce sont nous, les aveugles. Nous avons reçu presque 500 candidatures en 6 semaines. La première bourse de $10 000 est allée à Alicia Monroe. Une jeune femme de 22 ans d'El Paso, Texas. Qui développait une plateforme pour prendre des rendez-vous dans des cliniques locales. Elle a pleuré lors de notre premier appel vidéo. Je ne pensais pas que quelqu'un me choisirait, a-t-elle dit. Parce que dans la section éducation, j'ai juste mis lycée. Je lui ai souri. Peut-être que tu n'avais juste jamais eu le bon lecteur. Un jour, alors que j'arrosais la lavande dans mon jardin. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu de Publa. J'ai hésité, mais quelque chose m'a dit de répondre. Léo, c'est moi, Andrés. Sa voix n'était ni tranchante ni arrogante. Elle était plus basse, légèrement tremblante. Il y a eu un long silence. Je ne t'appelle pas pour te demander quoi que ce soit, a-t-il continué. Je voulais juste te remercier pour tout. Et je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Je regrette de ne pas t'avoir vu. Je ne savais pas quoi dire. Un simple « merci d'avoir appelé » était tout ce que j'ai pu dire. Quelques semaines plus tard, une enveloppe est arrivée, écrite à la main. L'expéditeur, Fernando Mendoza. L'écriture penchée, nette, était reconnaissable entre mille. J'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes. Léo, commençait-elle. Je ne sais pas par où commencer, alors je vais être direct. Je me suis trompé. Trompé de croire qu'il n'y avait qu'un seul chemin vers la réussite. Trompé de laisser mon orgueil m'aveugler face à tes efforts. Quand tu as dit la vérité ce soir-là au dîner. Mon monde s'est écroulé. Pas parce que tu avais fait quelque chose de mal. Mais parce que j'ai compris que je n'étais plus l'homme dont tu avais besoin. J'ai compris que mon orgueil ne te protégeait pas. Il nous emprisonnait tous les deux. Si tu ne veux pas me pardonner, je comprendrai. Mais j'espère que tu sais que je suis fier de toi. De l'homme que tu es devenu. J'ai lu la lettre 10 fois. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai senti un nœud dans la gorge. Un mélange de tristesse et de soulagement. Quelques jours plus tard, je leur ai envoyé une carte postale depuis Sarsou. Dessus, j'ai écrit. Merci pour ta lettre. Je construis la vie dont j'ai toujours rêvé. Si vous voulez en faire partie. La seule condition est le respect. Je ne suis pas revenu à l'illusion d'une famille parfaite. Mais je leur ai donné une seconde chance. Cette fois selon mes règles. J'ai posé des limites claires. Un dimanche matin, quelques mois plus tard. Mes parents sont venus à Cancun. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café au bord de l'eau. Mon père marchait plus lentement, ses cheveux presque entièrement blancs.
Ma mère portait une robe simple, son visage plus doux. La conversation était légère. On a parlé du temps, du nouveau parc. Il n'y a pas eu de grandes excuses ni de discours bien préparés. À un moment, mon père a dit. J'ai lu ta dernière interview. Ce que tu as construit est très impressionnant. Merci, ai-je simplement répondu. Au moment de se dire au revoir, ma mère m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas un câlin fort ou plein de larmes. Mais il a duré assez longtemps pour que, pour la première fois, je sente qu'elle me prenait dans ses bras moi, Léo, sans essayer de me changer. Ce soir-là, j'ai organisé l'un de mes dîners du dimanche dans le jardin. La grande table, les guirlandes lumineuses, le pain maison. Il y avait Sophia, Ricardo, David. Et les jeunes de la Fondation Forgeard. On a parlé de sens, de choix, de vivre avec honnêteté. J'ai regardé autour de moi, cette communauté que j'avais choisie. Cette famille que j'avais construite depuis rien. Et j'ai compris, avec une clarté totale, que je n'avais pas besoin que quelqu'un m'accepte à nouveau. J'avais déjà mon propre endroit où je me sentais à ma place. La vraie liberté, ce n'était pas de gagner de l'argent. Ni de prouver que j'avais raison. C'était de pardonner. Pas parce qu'eux avaient changé. Mais pour que moi, je puisse être libre. Et pour la première fois de ma vie. Je n'avançais plus pour prouver quelque chose.